On a aujourd'hui des modèles d'IA qui sont juste incroyablement puissants. Ils peuvent créer, ils peuvent raisonner, communiquer. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas encore partout? Sur nos téléphones, dans nos voitures, dans absolument tous nos appareils. Eh bien la réponse, c'est une sorte de bug. Un bug très subtil, un défaut caché qui empêche ces géants du numérique de devenir ce dont on a besoin, petits, rapides et efficaces. Aujourd'hui, on va décortiquer ce bug qui, sans qu'on s'en rende compte, freine toute une révolution. La question de fond, elle est assez simple en fait. On sait construire des modèles d'IA absolument massifs dans le cloud. Mais dès qu'on essaye de les compresser, de les faire rentrer dans des appareils moins puissants, eh bien, ils perdent tout. Ils deviennent complètement inutilisables. Mais qu'est-ce qui peut bien provoquer une défaillance aussi catastrophique? Et voilà le coupable. Ce graphique, c'est une vue de l'intérieur d'un modèle d'IA standard. Les zones bleues, bien plates, représentent un fonctionnement normal, sain. Mais ces immenses pics rouges, c'est ça que les chercheurs appellent des valeurs aberrantes ou des outliers. Pour faire simple, ce sont des paramètres du modèle qui prennent des valeurs numériques complètement folles, démesurément grandes. Et comme on va le voir, ces anomalies, elles agissent comme un véritable poison pour le processus de compression. Alors, pour bien comprendre comment on peut résoudre ce problème, on va d'abord voir pourquoi la réduction des grands modèles de langage, les fameux LLM, est si compliquée. Ensuite, on regardera les anciennes méthodes, comment on faisait pour traquer ces valeurs aberrantes. Puis, on découvrira une approche complètement nouvelle, qu'on appelle le Framework Outlier Safe, avant de voir les résultats, qui sont spectaculaires. On va littéralement passer de ces graphiques pleins de pics à des courbes parfaitement lisses. Allez, on entre dans le cœur du sujet. Rendre les grands modèles de langage, les LLM, plus petits, c'est absolument crucial. C'est vraiment la clé pour pouvoir les intégrer dans nos smartphones, dans nos voitures, dans tous les objets connectés, sans avoir besoin en permanence du cloud. Mais c'est aussi un défi technique qui est redoutable. La technique principale pour rendre un modèle plus petit, ça s'appelle la quantification. L'analogie la plus simple, c'est celle de la compression d'une photo. Pour réduire la taille du fichier, on réduit la quantité d'informations pour chaque pixel. En IA, on fait exactement la même chose, mais avec les nombres qui composent le modèle. On réduit leur précision, on utilise moins de chiffres pour les représenter. Et c'est là précisément que nos pics numériques posent un énorme problème. Imaginez que vous compressez une photo qui a quelques pixels d'une blancheur absolument aveuglante, bien plus blanc que tout le reste. Pour pouvoir prendre en compte cette valeur extrême, l'algorithme de compression va devoir écraser toutes les autres nuances de couleur. Le résultat? Une image floue, où tous les détails importants sont perdus. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec la quantification. Ces valeurs aberrantes forcent le système à sacrifier toute la précision, ce qui rend le modèle final complètement inopérant. Du coup, face à ce problème, comment est-ce que la communauté scientifique a essayé de dompter ces fameux pics numériques pendant toutes ces années? C'est ce qu'on va voir avec les méthodes, disons, traditionnelles. Pendant très longtemps, l'approche qui dominait, c'était une approche réactive. En gros, on entraînait le modèle, on constatait qu'il y avait ces fameux pics, et ensuite on utilisait des techniques assez complexes qu'on appelle la quantification post-entraînement ou PTQ pour essayer de corriger le tir après coup. C'était un peu comme réparer une voiture après un accident, plutôt que de chercher à l'empêcher. Mais une nouvelle idée a commencé à faire son chemin. Et si on pouvait construire des voitures qui, à la base, n'ont tout simplement pas d'accident? Et c'est vraiment ici que l'histoire prend un tournant décisif. Des chercheurs ont commencé à remettre en question l'hypothèse de base, ce qui a mené à un véritable changement de paradigme. Tout a basculé avec cette question, simple en apparence mais en réalité très profonde, qui a été posée dans l'article de recherche qu'on analyse aujourd'hui. Et si ces pics n'étaient pas une fatalité? Et si ce n'était pas une propriété intrinsèque des modèles d'IA, mais plutôt un symptôme de la manière dont on les construit? Voilà le cœur de cette nouvelle philosophie, la prévention plutôt que la guérison. L'idée, c'est que la recette standard d'entraînement, celle qui est utilisée par quasiment tout le monde, est en fait défectueuse et c'est elle qui génère ces instabilités. Donc, si on change la recette, on peut peut-être obtenir un modèle sain dès le départ, un modèle qui serait nativement prêt à être compressé. Bon, alors plongeons dans ce nouveau framework. Il s'appelle le Pré-entraînement Outlier Safe ou OSP. Il repose sur 3 innovations clés qui, quand on les met ensemble, changent complètement la dynamique de l'entraînement. Voici les 3 piliers de l'OSP. D'abord, il y a un tout nouveau moteur d'entraînement qu'on appelle l'optimiseur Muon. Ensuite, un nouveau régulateur, le Single Scale RMS Norm. Et enfin, une sorte de filet de sécurité pour le dictionnaire du modèle qu'on appelle la projection d'embedding apprenable, ou EMB Proj. On va décortiquer chacun d'entre eux. Le cœur de la révolution, c'est vraiment l'optimiseur Muon. Pour faire simple, l'optimiseur standard, Adam, a tendance à créer des favoris, sans le vouloir. Il attribue parfois des mises à jour disproportionnées à certains canaux de neurones.
Ces canaux privilégiés se mettent alors à grandir, de manière incontrôlée, jusqu'à devenir des pics. Muon, lui, change complètement la règle du jeu. Il applique les mises à jour de manière beaucoup plus globale, plus équilibrée, ce qui empêche un seul canal de s'emballer. C'est la toute première ligne de défense. Ensuite, le Single Scale RMS Norm agit un peu comme un gendarme. Dans les modèles classiques, chaque canal de neurones a son propre bouton de volume qu'il peut régler, ce qui peut mener à des amplifications explosives. Le Single Scale RMS Norm, lui, remplace tous ces petits boutons de volume individuels par un seul et unique master volume pour tous les canaux en même temps. Comme ça, impossible pour un seul canal de faire plus de bruit que les autres. L'équilibre est maintenu de force. Et enfin, il y a l'EMB Proj. Les couches d'embedding, c'est là où est stockée la signification des mots, et elles aussi peuvent être une source de valeur aberrante. Comme l'optimiseur muon n'est pas appliqué à cette partie-là du modèle, pour des raisons d'efficacité, les chercheurs ont ajouté une sorte de filtre intelligent. Si un pic essaye de se former à cet endroit, cette projection le détecte et le répartit sur plusieurs dimensions. En gros, elle le neutralise avant qu'il n'ait le temps d'infecter le reste du réseau. Bon, la question cruciale, c'est est-ce que tout ça, ça fonctionne vraiment? Les résultats sont pas seulement convaincants, ils sont aussi visuellement saisissants. Et là, l'image parle d'elle-même. À gauche, on retrouve le paysage complètement chaotique d'un modèle entraîné avec les méthodes classiques. C'est un vrai champ de mine numérique. Et à droite, voilà le résultat avec le framework OSP. Le paysage est lisse, uniforme, il n'y a plus un seul pic. C'est la preuve visuelle que le problème a été complètement éradiqué à la source. Mais une belle image, ça ne suffit pas. Et les performances alors ? Ce graphique montre le score moyen de 2 modèles sur toute une série de tests, après avoir été compressé de manière très agressive. Le modèle entraîné classiquement avec Adam, en bleu, s'effondre complètement. Il obtient un score de 26,5. Le modèle OSP, en orange, lui, conserve des performances bien supérieures, avec un score de 35,7. Il ne fait pas que survivre à la compression, il y excelle. Et voici le chiffre qui résume tout. Les chercheurs ont une mesure statistique pour quantifier à quel point un signal est piquant. Ça s'appelle l'excès de kurtosis. Un modèle standard, il a un score de plus de 1800. Le modèle OSP, un score de 0,04. C'est une réduction de 99,99%. Le problème n'a pas juste été atténué, il a été pratiquement éliminé. Ces résultats, ils vont bien au-delà d'une simple astuce technique. Ils représentent une remise en question fondamentale de la manière même dont on conçoit l'intelligence artificielle. Cette conclusion de l'article, c'est peut-être la chose la plus importante à retenir. Pendant des années, on a cru que ces valeurs aberrantes étaient une sorte de mal nécessaire, une loi de la nature de l'IA. Cette recherche, elle prouve tout le contraire. C'est un problème que nous avons nous-mêmes créé et que nous pouvons donc résoudre. En démontrant qu'une fatalité que tout le monde acceptait n'était en fait qu'une mauvaise habitude, cette approche ouvre une nouvelle voie. Et ça nous pousse à nous demander combien d'autres limites, qu'on pense aujourd'hui insurmontables en IA, ne sont en réalité que des barrières que nous avons nous-mêmes érigées et qui n'attendent qu'à être démolies.